Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis extrêmement content parce qu'on va parler immobilier, on va parler investissement et on va parler un type d'investissement immobilier bien spécial et bien particulier. On va parler parking. Parce que aujourd'hui, quand je parle de toi, on me dit ah ouais, le mec des parkings. Donc, qui mieux que toi pour nous parler de ce type d'investissement et de parler d'investissement parking. Et l'idée aujourd'hui, c'est de partir du principe qu'on est 100% débutant, qu'on n'y connaît pas grand-chose dans ce type d'investissement et que tu nous donnes ta recette miracle. Ouais, la secret sauce, les amis. Bon, déjà, est-ce que tu peux te présenter, savoir qui est aujourd'hui Alexandre Lacharme? Merci Erwan pour ton invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec toi et de te voir aussi. Je m'appelle Alexandre Lacharme, je suis parisien. Ok. Et j'investis dans les parkings depuis 10 ans, 2013. D'accord. J'ai commencé à investir en 2013, début 2013, donc ça fait une bonne dizaine d'années que j'investis. Et j'ai fait l'investissement immobilier le plus facile, le moins cher, le plus accessible, avec les caves aussi. Okay. C'est le parking. Pourquoi le plus débutant parce que j'y connaissais rien. J'avais pas d'argent, j'y connaissais rien. Je gérais mal ma thune. Enfin, j'avais tous les handicaps. Et j'avais peur, comme tout le monde. Quand tu démarres un projet, tu as peur. Et du coup, je me disais, quel est le pied à l'étrier, la première étape pour investir? Franchement, le parking dans l'immo. Tu penses que c'est facile parce qu'en termes d'accessibilité financière, en termes de coût, c'est le plus facile? En fait, je disais ça hier, j'avais un échange sur ce sujet, c'est que l'avantage du parking, c'est que tu enlèves la peur de l'investissement parce que c'est souvent 10 fois moins cher qu'un appartement. Si un parking va être à 10 000 euros, un appartement va être au moins à 100 000 la plupart du temps. Donc du coup, tu as 10 fois moins de peur, 10 fois moins de risques, entre guillemets. Il y a moins de choses à gérer, il n'y a pas d'état des lieux, il n'y a rien à casser. Tu vois, c'est pas comme quand tu fais du Airbnb où tu peux casser, ton locataire il va abîmer ta salle de bain, tu vas stresser pour ton parquet, s'il renverse de l'eau, etc. Et voilà, c'était accessible, c'est facile à faire. Peu de contraintes. Peu de contraintes, donc c'est pour ça que c'était à ma portée. Est-ce que tu avais déjà anticipé une des problématiques, entre guillemets, qui peut être la fiscalité? Non, pas du tout à ce moment-là. Rien du tout. J'avais rien anticipé. Moi, c'était all-in en fait. C'est comme si je te disais, tu montes un projet, tu montes une entreprise, tu vas anticiper ça. Les RH, alors qu'en fait, tu vas anticiper de trouver un alternant, un stagiaire, un bureau. Non. Ça, c'est les problèmes qu'on rencontre sur le chemin. C'est chemin faisant. Okay. Au début, tu as un point de départ, tu as une envie. En fait, c'est la rencontre entre une envie et une circonstance où tu dis, OK, go, j'y vais. Mais la fiscalité, j'y pensais même pas. Je savais même pas comment ça se calculait. Je savais même pas ce que c'était. Moi-même, je payais même pas d'impôts, je crois. Donc, non. Ok, bon, écoute, trop cool. Moi, c'était hyper important de faire cet épisode et qu'on parle d'investissement de parking. Parce que, tu le sais, moi, je suis plutôt spécialisé dans l'habitation. Et j'accompagne des gens. Et je leur conseille toujours de trouver ce que j'appelle, moi je l'ai eu, une opération doudou. Une opération doudou, c'est quoi? C'est une opération qui est facile, simple, qui nous rassure, dans laquelle on apprend, on accepte qu'elle est imparfaite, mais surtout, c'est une opération qui est suffisamment petite pour pouvoir soit la dupliquer, ou soit pour en faire une derrière. Et donc, qu'elle ne soit pas limitante dans le temps et dans le futur. Donc là, en 3 minutes, tout ce que j'ai entendu, c'est peut-être une opération doudou. Ça représente peut-être une opération doudou parfaite, qui est peut-être, en immobilier, je dis souvent, ça sert à rien de vouloir monter les étages d'un seul coup, c'est marche par marche. Et bien là, j'ai envie de dire qu'on rajoute presque dans le processus intellectuel et puis émotionnel de l'investisseur, parce que c'est souvent d'ailleurs un des soucis. Encore une petite marche intermédiaire qui peut faciliter les choses. Et pour certains, et tu vas nous l'expliquer, en faire une spécialité. Et puis pour d'autres, peut-être juste ce petit pied à l'étrier qui va les emmener derrière vers l'habitation, vers le commerce et vers des types d'investissements différents. Est-ce que toi, tu le vois comme ça? Est-ce que c'est mon doudou. Moi, c'est mon doudou. Alors, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais investi, qui souhaiterait investir dans les parkings, à Paris ou ailleurs, parce que j'ai eu aussi des demandes. D'ailleurs, je les ai renvoyés vers simplement ton livre pour faire très simple. On en a vendu pas mal, j'ai eu des chiffres de l'éditeur la semaine dernière. Trop cool. Qu'est-ce que tu conseillerais comme quelqu'un qui dit, voilà, je veux commencer, ça y est, je suis prêt. C'est quoi les premières étapes? C'est quoi les premières choses à faire? Déjà, est-ce que tu gères bien ton argent?
C'est important. Ok, donc tu pars sur le mindset et sur la préparation déjà. Ouais. Ok, trop cool. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui dit, pour que les gens comprennent, quelqu'un qui dit waouh, ça y est, je veux faire le marathon de Paris. Bah, je sais pas, déjà, est-ce que tu cours un peu autour de chez toi? Est-ce que tu as une paire de chaussures? Enfin, tu vois, il y a des étapes. Donc, moi, quelqu'un qui me dit je veux investir en immobilier, je disais qui es-tu? Est-ce que tu as mis un petit peu de côté? Est-ce que tu gères bien ton argent? Enfin, tu vois, il y a une petite préparation. C'est comme dans tout. C'est comme dans le sport, c'est comme dans l'entrepreneuriat. C'est comme avec le podcast. En fait, c'est comme toi avec le podcast. Tu vois, toi, tu as ton podcast. C'est pas j'arrive à 15h à tel endroit. Tu t'es renseigné un peu sur l'invité. Tu as rechargé peut-être ta caméra. J'arrive 1 heure à l'avance. Tu arrives 1 heure à l'avance. Tu t'es garé. Tu as bien fait ton setup de vidéo. Enfin, tu vois, il y a une préparation. Et le parking, c'est pareil. L'immobilier, c'est pareil. Donc, premier élément, c'est la préparation. Deuxième élément, quel est ton objectif? Combien tu veux gagner? Tu vois, il faut déjà partir du bénéfice. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu veux gagner 100 € par mois? Est-ce que tu veux 50 €, ça te suffit pour démarrer? Ou est-ce que tu veux un truc plus ambitieux pour éviter le déceptif, tu vois, les déceptions derrière? Quelqu'un qui va me dire, OK, moi, je veux démarrer, je veux gagner 100 € par mois. Bah, tu peux acheter un parking et tu l'auras en moyenne 100 € par mois à une voiture ou peut-être à 2 motos. En général, pour une moto, un scooter, c'est 45, 50 € en France. Le prix moyen. En moyenne qui est utilisé. Donc moi, je dirais, quel est ton état des lieux financier? Quel est ton objectif? Et ensuite, go. Et suivant l'état des lieux, on règle 2-3 choses. En fait, c'est très drôle ce que tu me dis parce que c'est les 2 premiers modules de ma formation. Mindset. Je ne l'ai pas vu, la formation. Je vous assure. Mindset. Moi aussi, d'ailleurs, c'est ça. Mindset, pourquoi c'est très important. En fait, ce n'est pas un truc de dev perso. En fait, c'est stratégie. C'est-à-dire que les classiques, tu montes une boîte, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, en fait, tu fais un peu pareil. Donc, premier module mindset. Et le deuxième, et je te mens pas, il s'appelle prépare-toi comme un sportif de haut niveau. Moi, c'est pas ça, mais, moi aussi, c'est un peu le même truc. Je retrouve exactement la même chose. C'est très important. Et après, s'il y a des choses à corriger, corrige-les maintenant. Sur notamment les finances personnelles, la gestion financière qui est fondamentale et importante. Et ensuite, on commence à mettre en place des choses pour trouver un bien. Parce que sinon, tu vas te décourager. Ouais. Moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent « Ah, super, je vais faire ci, je vais faire ça ». Ils sont tout feu, tout flamme sur le moment, mais sur la durée, ils ne vont pas tenir. Ça retombe vite. Donc, pour éviter ça, je pense qu'il faut définir ses objectifs et savoir où tu en es. Donc, ça, c'est des gens qui gagnent de l'argent, mais qu'il n'y a plus rien à la fin du mois. Alors, en fait, faut calculer ça. Je pense qu'on n'est pas riche de ce qu'on gagne, on est riche de ce qu'on est capable de garder tous les mois. Voilà. Il faut faire un petit Excel, peut-être, ou une feuille, et il faut comprendre ça. Et ensuite, dans l'opérationnel, pour le passage à l'action, il faut simplement rechercher sur les sites de petites annonces, tu vois, Se Loger, Le Bon Coin, pousser à la porte des agences immobilières. Donc ouais, alors admettons, on a les bases solides, on s'est fait notre stratégie, on a mis un petit peu au clair nos finances personnelles. On commence, toi, direct, on commence par chercher l'élément principal, c'est le bien. Près de chez toi. Près de chez toi, ok. Parce que si c'est loin, ça va être compliqué pour les rotations de locataires. Les agences, elles ne voudront pas s'en occuper la plupart du temps parce que c'est trop petit en montant. On ne va pas prendre d'honoraires. Tu habites à Nantes, par exemple. Tu habites à Nantes, tu as 15 000 €, tu vas acheter un parking. Tu vois, quelqu'un de lambda. Julie, on l'invente. Julie, une fois qu'elle a cleané un peu ses comptes, qu'elle sait qu'elle veut avoir 100 €, tu vois, de beurre dans les épinards tous les mois en plus, elle a 15 000 € sur le compte, admettons. Ou alors elle les a pas, elle veut faire un crédit. Il peut y avoir les deux. Mais si elle a épargné 15 000 €, elle va chercher un bien. Donc elle va se mettre des alertes sur les sites de petites annonces, comme un appartement, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici et d'autres. Et puis elle peut aller aussi parallèlement voir les agences immobilières, discuter avec les gens. Après, c'est du commercial, tu vois. C'est discuter, c'est d'avoir le goût de la conversation. Il y a un petit travail de sap. Bonjour. Ça c'est important. Bonjour et on entretient. Et on entretient, on passe dire bonjour quand tu passes dans la rue. Ah, vous allez bien. Bon, s'il y a un petit feeling. De créer un petit relationnel et de savoir où est-ce qu'elle veut acheter, comment évolue le quartier. Moi, longtemps, quand j'achetais, tu vois, je prenais un café dans une brasserie sur une terrasse et j'observais la mouvance du quartier. Est-ce que c'est un quartier qui monte en gamme? Est-ce que c'est un quartier qui devient un peu craignos? Est-ce que les gens ont plutôt des voitures? Est-ce que les gens ont plutôt des scooters? S'ils ont des scooters, est-ce que c'est des 50 de 97 tunés? Ou est-ce que c'est des BMCE 04 à 15 000 € ou des T-Max? Tu vois, c'est différent. Ça donne une clientèle. Et après, tu vas chercher des éléments qui ne sont pas forcément factuels, mais du ressenti. C'est du ressenti. Ouais. On sent l'ancien commercial, là.
bien sûr. 12 ans, j'étais commercial. Et ensuite, un tips important, c'est quel locataire tu vas voir. C'est comme quand tu as une entreprise. On a des entrepreneurs ici avec nous et il y a des clients qui veulent avoir, il y a des clients qui ne veulent pas avoir. Bien sûr. Tu vois, quand tu es entrepreneur, et tout le monde me le dira, il y a des clients, tu sais que ça va être une galère. Parce qu'ils vont être chiants. Souvent, c'est ceux qui dépensent le moins d'ailleurs. Ils vont être chiants, ils vont t'enquiquiner sur ça et ça. Bah, le locataire, c'est pareil. Moi, tu vois, c'est quand je loue un parking moto à 45 € par mois et que déjà la personne, elle me dit est-ce qu'on peut négocier 5 €, on passe de 45 à 50, je me dis waouh. Ouais, la suite, c'est inquiétant. C'est quoi la suite? Ouais, c'est inquiétant. C'est des signaux qui sont inquiétants. C'est quoi la suite? Tu es à 5 € près. Comment tu vas payer ton assurance? Comment tu vas payer ton carburant qui augmente? Comment tu vas payer ton scooter, ta moto, ton frigo, ton truc? Déjà, je me dis ça va être une galère. Et moi, j'ai fait des parkings parce que j'étais un peu feignant et je voulais pas me galérer. Donc là, on part sur un mauvais truc. Red flag. Ok, donc très bien. Est-ce que tu vas aussi un peu discuter avec la boulangère? Moi, je trouve la boulangère, elle est incroyable. Elle est pleine de ressources, pleine d'informations. Elle sait tout. Je trouve qu'on arrive à avoir des infos. Est-ce que tu vas aussi discuter avec les gens du quartier, le mec qui te sert le café, ressentir? C'est très bien. Ouais, c'est top. Il faut discuter. Tu vois, si tu visites un quartier, bah, tu vas aller à la boulangerie, prendre ta petite formule, boisson, machin, truc. Tu discutes, tu vois un peu, tu prends un café. Tu regardes la qualité des commerces. J'ai pas mal de potes dans l'immobilier commercial. Ils me disent toujours, un quartier, tu vois comment il évolue en fonction des commerces. Si tu as un Naturalia, un Biocop, c'est un signal différent que si tu as un truc de tacos, tu vois. Bien sûr. Voilà, mais en fait, c'est d'une logique. C'est d'une logique, mais il y a des gens, je te jure qu'il y a des gens parfois que j'aide, que j'accompagne, et qui sont trop matrixés comme des ingénieurs. En fait, ils ont que Excel en tête, ils font que de la renta, et ils ont des œillères. Ils regardent pas le quartier. Je leur dis, allez sur le terrain, quittez les ordinateurs, quittez Excel, quittez les data. Allez voir comment ça se passe. Et puis allez sentir, quoi. Il y a du feeling, c'est comme le métier de commercial. Il y a beaucoup de techniques. Le commercial, c'est un métier de technique et c'est pas du blabla, ça j'en suis persuadé. Mais il y a les deux, il y a à la fois tu vois les signaux forts et les signaux faibles, il y a de la technique, mais il y a aussi du ressenti. En fait, pour moi, il y a un cadre et c'est ta capacité à naviguer dans ce cadre pour aller chercher la performance. Mais si tu es rigide dans le cadre, ça peut pas marcher. Donc, ouais, 100%. 100%. Ouais. Parfait. Est-ce que tu penses que s'il y a une des choses sur lesquelles il faut être exigeant et où il ne faut pas trancher, c'est sur le quartier? C'est-à-dire que effectivement, c'est un des sujets sur lesquels tu dis ok, je me définis tel quartier parce que je l'ai étudié, je sais qu'il est bon, je sais qu'il y a une demande. Tu fais peut-être aussi des fausses annonces pour ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais ça, je crois que c'est plus un secret maintenant, tout le monde le sait, qu'on fait tout ça. Tu t'es rassuré sur un quartier. Est-ce que des fois tu te dis non, je suis rigide sur ça, c'est ce quartier, il est validé, je veux pas, j'ai un doute, donc j'y vais pas. Est-ce que tu es rigide sur ça ou pas forcément? Tu peux aller dans d'autres quartiers, mais je pense qu'il vaut mieux acheter une place chère dans un quartier où il y a de la demande et des bons clients, une place pas chère dans un quartier où ça va être compliqué. Parce qu'en fait, tu vas avoir des mauvais locataires, il y aura de la gestion, ça va te prendre du temps, et si tu as un boulot à côté ou tu veux faire autre chose, ça va être compliqué à gérer. Franchement, moi, à Paris, j'ai investi principalement en fonction des arrondissements, des quartiers, j'ai pas du tout la même clientèle. Et ça m'agace parfois parce que j'ai des coins où les gens sont super bien, ils sont polis, ils négocient pas, ils sont sympas, etc. Et j'ai des quartiers, ils négocient 3 €, ils veulent payer en espèces. Et parfois, j'ai pas la patience. J'en dis, mais dans quel monde vous vivez? Est-ce qu'aujourd'hui, tu les gères tous? Non. T'as combien aujourd'hui? T'as combien de parkings encore? Combien de lots? 91 parking, et après genre un peu plus de locataires parce qu'il y en a. Ouais, parce qu'il y en a où tu divises, etc. Mais je gère. Non, je gère pas. Ça m'arrive de gérer de temps en temps. Tu vois, par exemple, vendredi, rue de Charonne dans le 11e, j'ai une rotation de locataires. Je serais déjà dans le quartier et il est un peu galère d'accès. J'ai acheté avec un monde voiture, ce que je déconseille, mais il fallait que je fasse la connerie pour le déconseiller. Bien sûr. C'est vraiment du vécu, tu vois, et j'ai fait une connerie en achetant ça. Avec ta formation et ton livre, on achète tes erreurs et tes réussites. On achète mon expérience, et du coup, j'ai fait une connerie. J'ai acheté un parking avec un monde voiture, et je déconseille de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites la douille, c'est que c'est moins cher. Donc tu te dis, mais pourquoi il est à 15 000 € alors que dans la rue, tout est à 30 000? Quand tu es débutant, tu te fais avoir. Tu te dis, c'est une super affaire. Sauf qu'en fait, tu as un monde charge, monde voiture ou ascenseur à voiture, peu importe le terme, c'est la même chose. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous arrivez dans les petites ruelles, etc. Quand il n'y a pas de place d'avoir une rampe, si tu veux, tu arrives, tu as une porte qui s'ouvre, tu rentres dans l'ascenseur à voiture, tu appuies et
tu as un ascenseur à Ouais. voiture, quoi. Ça tombe en panne, franchement, sans mentir, une fois par trimestre. Ok. Du coup, quand ça tombe en panne, ça coûte cher. tu as le syndic qui missionne, qui mandate, comme ils disent, qui mandate une société qui sous-traite souvent, c'est un enfer. Et du coup, ça coûte une tonne. Parce que t'inquiète pas que la société, elle allume le syndic, parce qu'elle n'est pas en contact avec les clients finaux. Elle allume le syndic. Donc ça, c'est répercuté sur tes charges de copropriété. Donc tu as des charges qui passent en moyenne en France entre 15-17 euros par mois, des charges moyennes d'un parking en France en copropriété, à souvent 30-35 euros. J'ai même vu des parkings où les charges sont à 50 euros par mois. 50 euros par mois, c'est plus Que le loyer que potentiel. certains appartements. Ouais, et c'est exactement, et c'est plus que certains appartements. Tu as des studios, par exemple, dans des petites copros où sûr. tu as des charges à 25, 30 copro euros, bénévole, 35 ouais, bien euros, sûr. etc. Là, tu as des charges à 50 euros. Donc, je peux te dire que si tu n'arrives pas à louer. Voilà. Ouais, t'es pas Et bien. autre point, c'est que ça fait peur aux locataires. Parce que ça vibre. Forcément. Et tu vois, si tu as des gens un peu, qui sont claustro, bah, tu vois, enfin, la personne a dû rester un mois et dit je me casse, quoi. Ok. Admettons, on a trouvé notre premier parking. Et moi, ce que j'aime bien faire avec mon parc immobilier, c'est j'achète, je me positionne avec un plan A, Ouais. voire un plan B dans mon idée, et je me dis après, tiens, comment je peux faire pour optimiser et embellir un petit peu les choses et optimiser mon investissement. Est-ce que toi, tu as des astuces pour optimiser une place de parking? Je sais que tu as quelques petites... Bah, ce que j'ai fait, j'étais un des premiers à le faire en France, c'était de diviser pour mettre des motos et des scooters. Ok. En 2013. Personne ne faisait ça. Tu avais une ou deux personnes qui le faisaient, mais de manière un peu anecdotique. J'ai entendu parler de ça. Je ne sais plus qui avait raconté ça sur Internet. Mais tu vas être la seule personne en France qui avait fait ça, qui avait raconté le truc. Et moi, je l'ai dupliqué, je l'ai développé. Tu l'as processisé presque. Industrialisé à l'échelle d'un particulier. Hein. Ok, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que tu as plus de locataires que de parking. Ah oui, bien sûr. Okay. Parce qu'en fait, là où j'ai été malin, t'as pas besoin de faire Polytechnique pour savoir ça, c'est que tu achètes une place que tu loues 100 euros, tu la divises en 4, tu mets 4 motos, 200 euros. 4 fois 50 euros. Okay. Ça te demande un marquage au sol, tu vas chez Leroy Merlin, ça coûte 15 euros. Techniquement, c'est ça, c'est juste un marquage. C'est un marquage au sol. Et après, des baux différents. 4 contrats. 4 contrats. J'ai fait sur un contrat gratos. Hein. Je suis pas allé voir un avocat qui m'a pris 1005. J'ai pris 4 contrats à code civil, 4 bips. Un bips, c'est facturé 30-35 euros par un syndic. Oui. Ça te coûte 120 euros à peu près. Et puis ensuite, vamos. Et en plus, l'avantage, c'est que si ta place te rapporte 200 euros, tu as 4 locataires à 50 pour 200 euros. Si tu en as un qui ne te paye pas, il te reste 150. Bien sûr. Or, si tu gagnes 200 euros avec un seul locataire voiture, s'il ne te paye pas, tu as zéro. Donc tu dilues le risque parce que tu as plus de locataires. C'est comme quand tu as une entreprise. Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires avec 2 clients à 5 000, c'est dangereux. Bien sûr. Bien sûr. Il vaut mieux avoir beaucoup de clients qui te ramènent des petites sommes. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, magnifique. Magnifique. Ça, c'est un vrai hack, en fait, d'avoir ça. Après, tu en as d'autres, je peux dire, d'être pro, d'être sympa, d'être réactif. Moi, ils ont mon WhatsApp. Comment tu gères Pour optimiser le temps, comment est-ce que tu gères tes changements de locataire aujourd'hui? Ça, j'ai des astuces. J'ai quelqu'un qui m'aide sur ça et je fais en sorte aussi, quand la personne n'est pas dispo, que le locataire sortant rencontre le locataire entrant et qu'ils se passent le badge entre eux. Donc et moi, j'envoie le bail par mail. Je rencontre pas le. T'as mis un peu d'humain là-dedans, quoi. Tout simplement. En fait, si tu veux, je les mets à contribution. Okay. Et en fait, la carotte et le bâton, enfin la carotte, c'est que je leur dis, bah, soyez sympas, rencontrez le locataire, le nouveau locataire, et filez-lui le bip et remontez l'emplacement. Moi, en contrepartie, je vous fais un remboursement immédiat de la caution via Lydia via Lydia ou tu sais, où tu payes 10 centimes et tu fais un virement instantané. Ok, trop bien. Et ils sont contents. Mais en amont, j'ai été hyper sympa. C'est-à-dire que moi, je suis stressé avec mes clients. J'ai l'obsession du service client. L'obsession. C'est-à-dire que si j'ai un client qui me dit je suis bloqué, je vais avoir une goutte de sueur qui est immédiate. En fait, j'ai bossé dans Luc, j'ai bossé dans Galerie Lafayette, chez LVMH un petit peu, etc. Et du coup, je veux un service client top. Et quand j'ai un client qui n'est pas content, ça me rend ouf. Aujourd'hui, tu penses que tu fais de l'immobilier ou tu as une entreprise? Non, c'est une entreprise. Okay. Aujourd'hui, c'est structuré. J'ai trois boîtes. C'est plus de l'IMO, en fait. Non, c'est du service client. Moi, j'ai toujours vu mon activité immobilière comme du service. Et je veux que le client soit content parce que s'il est content, je dors bien la nuit. S'il est content, il me recommande. S'il est content, il me paye aussi.
Oui, puis maintenant que tu es un petit peu visible, tu peux plus te permettre de faire n'importe quoi. Oui, il y a la réputation aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pas envie d'avoir des mauvais commentaires sur Amazon, etc. Je fais très attention. Mais je suis obsédé par la satisfaction client et je pense que beaucoup d'entrepreneurs Oui, sont bien sûr. d'accord avec moi. Bien sûr. Je sais pas, j'ai un client qui m'écrit, je lui réponds, même si c'est samedi après-midi, même si c'est dimanche. Alors parfois j'éteins mon tel, tu vois, j'ai envie de faire autre chose aussi. Mais je prends très au sérieux ça. Tu vois, ça m'atteint vraiment. J'ai Non, une on sent sensibilité. c'est à cœur, en le fait. commercial qui parle. Ouais, et ça les surprend en fait. Ouais, bien sûr. Ça les surprend dans le bon sens. Ok. Ta meilleure rentabilité que tu as réussi à faire, justement, avec ces optimisations-là, est-ce que tu as un chiffre Ouais, ça doit être 23% de rentabilité. colossal? Bon, par exemple, Intramuros doit être à 23. 23%. Plus de 20, ouais. Plus de 20. J'ai un exemple concret. J'ai une place, j'ai 6 places de parking moto dans le 11e. Acheter en même temps? Acheter en même temps, donc 6 places, 6 vraies places. C'est pas une division. Qu'on explique bien, l'intérêt d'acheter 6 places en même temps, c'est qu'en termes d'impact sur les frais, ouais. Ça c'est change un tout. seul acte notarié. Donc, parce qu'en fait, les parkings, on est quasiment au forfait par transaction. Ouais, ça coûte C'est-à-dire cher. que ça coûte très cher Ah oui. en Ça pourcentage. peut être 20-30% Voilà. du prix. Hein, Une maison, vous achetez, c'est entre 7 et 8%. Un parking, comme le prix est bas, on est plus sur des forfaits. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est plus 20-23%. Donc, quand on a la possibilité d'en acheter 6 d'un coup, Ouais. donc au même propriétaire, Oui. dans la même copropriété, là, on peut faire un seul acte. Là, j'étais fou. Là, l'impact est. L'agent, Voilà. enfin, ouais, la directrice d'agence, elle me dit j'ai cette opportunité. À l'époque, je me suis dit, j'ai mangé du riz des pâtes pendant je sais pas combien de semaines. Quoi. Je me suis dit, il faut absolument que je l'achète. J'avais pas c'était 12 000 €. J'avais pas 12 000 et je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait du variable. En fait, j'ai décroché le téléphone, mais c'était Loup de Wall Street. Tu vois, j'étais en prospection comme un malade. Et jour et nuit, je pensais qu'à ça. Et j'ai réussi, si tu veux, entre le moment où j'ai visité et le moment où je suis passé chez le notaire, j'ai réussi à économiser peut-être l'argent qui me manquait pour l'acheter. Donc, pour parler chiffres, 12 000 €, okay. 6 places. Donc, 2 000 € la place. 2 000 € la place. Et ça me rapporte 300 € par mois. Les 6 places? Cette opération, ouais. J'ai acheté 12 000 € et ça me rapporte 300 € par mois. Ok. Donc, ça y est, c'est remboursé. Tu vois. Donc, c'est assez intéressant en termes de charges. C'est pas trop. Alors, c'est malgré le montant de charge. C'est une toute petite copro. Il n'y a pas de gardien. Gardien, ça fait augmenter le prix. Ouais. Il n'y a pas de partie commune. Il n'y a pas de jardin arrosé tous les jours. En fait, tous ces trucs-là, ça fait augmenter les charges. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Les ascenseurs. Les gardiens, la galerie marchande dans l'immeuble, les sociétés de ménage qui passent tous les jours. Ménage qui passent tous les jours, etc. Tout ça, c'est des trucs qui viennent à la fin, c'est toi qui payes. C'est comme quand on t'envoie des PV d'AG ou des courriers, c'est toi qui payes. Hein. Ok. Chose qui fâche. Quelle fiscalité pour tout ça? C'est un vrai problème, la fiscalité sur le parking, puisque c'est du revenu foncier. Revenu foncier, c'est votre tranche marginale d'imposition. Donc, c'est corrélé à combien vous gagnez d'argent en termes de salaire. C'est ce qu'on appelle la TMI. Voilà, la TMI. plus CSG, CRDS. 17,2. Voilà. Donc, globalement, en général... À 30, si on est à la tranche à 30... On est sur... 47,2. Mais on a un abattement de 30%. Ouais, forfaitaire. T'es au forfait ou t'es au réel? Je suis au réel. Ok, donc là, toi, tu déduis taxe foncière, charge de tu déduis tout, et ensuite, on vient appliquer à ton revenu net global, etc. Okay. Mais c'est ça, en gros, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des revenus fonciers, donc du chiffre d'affaires, pas de la marge comme dans une société, du chiffre d'affaires, c'est le problème d'ailleurs, des revenus vraiment encaissés, il y a un abattement de 30%, donc l'État prend 70%, et sur les 70%, vous êtes à 47,2 si vous êtes à la tranche à 30. Donc ça fait extrêmement mal. Ça, c'est le micro-foncier. Après, le réel, effectivement, c'est un autre calcul, c'est au choix. Et après, tu peux investir aussi via une société, qui est la plupart du temps une société civile immobilière, à l'impôt sur les sociétés ou pas. Une SCI LIS. Voilà. Donc, en fait, la fiscalité idéale, alors pas quand on a une seule place de parking, mais si on veut optimiser un petit peu les choses, le montage idéal, quand on commence à avoir vraiment 10, 15, 20 places de parking, SCI Holding, c'est une bonne... Oui, après la holding, c'est bien quand tu as une autre société pour pouvoir faire circuler les flux de trésorerie. En fait, ça a du sens, effectivement, s'il y a une prochaine société, une société à l'instant T, ou si dans les années à venir, il y en a une. Ça dépend de la vision. De la stratégie. Et d'où on parlait de stratégie tout à l'heure. Bah, c'est important de l'avoir, effectivement. Ouais, moi, j'ai vraiment réfléchi à ça, mais sur le champ. À l'époque, quand j'ai commencé à investir, la stratégie, c'était d'arrêter de faire de la prospection téléphonique. Okay. C'était quoi d'ailleurs ton pourquoi?
Pour investir, pourquoi je voulais gagner de l'argent. Ok. Tu voulais ne plus travailler. Je voulais m'en sortir. En fait, j'étais obsédé par je voulais me transcender, tu vois. Je lisais que des trucs de dev perso à l'époque. On est en 2012-2013. Je regardais des vidéos. C'était qui à l'époque? En France, t'avais pas grand monde. Ouais, c'était États-Unis un peu, non? Ouais, moi je parlais mal anglais en plus à l'époque. Mais en fait, tu sais, ça vient de l'état d'esprit. J'avais cette envie de m'améliorer moi-même. Okay. J'avais plein de défauts, j'en ai toujours des défauts, hein, j'en ai plein, mais j'avais vraiment envie de croître. Et je pense que le métier de commercial m'a mis dans cette mouvance aussi de me dépasser. Parce que c'est très corrélé au sport. Pour moi, le métier de commercial, c'est de la performance, c'est du dépassement de soi. Remise en cause, c'est un jour ça va, un jour ça va pas. C'est tu fais un très bon mois, tu fais une très bonne semaine. Et lundi d'après, il faut remettre les compteurs à zéro. Tu vois. Mais ça t'apprend l'humilité. On connaît tous ça. Ça t'apprend l'humilité. Tous les gens prétentieux qui ont un boulard énorme, faites du commercial. Vous allez redescendre de 10 étages. Ça t'apprend l'humilité. Mais ça t'apprend aussi à performer. Tu vois, c'est pour ça que les commerciaux, souvent, ils aiment bien les belles montres. Être régulier. Ils aiment bien les belles bagnoles parce que c'est la perf. Okay. Et ça m'a donné envie. Donc le pourquoi, c'était ça. C'est sortir améliorer ton quotidien et puis générer des revenus passifs. Parce qu'on était inspiré par les grands champions, les grands entrepreneurs, et du coup, on voulait leur ressembler. Tu vois. Bon. En tout cas, ça donne très envie. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui, quelqu'un qui veut quand même débuter? On commence par quoi? Est-ce que toi, tu as des solutions? Est-ce que tu proposes des choses? Parce que, honnêtement, et je le vois dans le suivi, d'être accompagné, d'avoir un support, d'avoir quelque chose pour, OK, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait? C'est obligatoire. Ouais. Honnêtement, je le vois sur d'autres sujets pour moi à titre perso. Je suis accompagné sur d'autres sujets et j'avance à une vitesse qui n'a rien à voir. Mais vraiment. Donc, est-ce que toi, tu as des choses que tu proposes sur ça justement pour accompagner les gens sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. Je propose un bootcamp. Il y a un groupe WhatsApp. Moi, je suis dedans. Et on s'entraide. Okay. On partage les bonnes pratiques. On partage les difficultés. Les gens que j'accompagne peuvent poster les annonces, dire voilà, j'ai visité telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Je les mets en contact avec mon expert comptable, avec mon avocat. Donc, c'est vraiment un accélérateur au sein d'un groupe WhatsApp. On l'a fait sur WhatsApp, pas sur Slack ou autre. Et après, il y a tout un support de cours aussi avec des vidéos, des quiz. Ça, c'est vraiment une formation? C'est vraiment une formation, mais pas uniquement formation, c'est qu'il y a vraiment le groupe WhatsApp. C'est comme un club, en fait. Ouais, c'est comme une communauté où volontairement, on n'est pas trop nombreux parce que je suis dedans et je vais pouvoir répondre quand j'ai besoin. Et ce qui est cool, c'est que les gens se répondent entre eux, etc. Et ça, c'est assez chouette. Et je l'ai fait parce que j'avais pas mal de gens, et c'est toujours le cas d'ailleurs, qui me posent des questions sur Instagram, notamment ici sur LinkedIn. Et ils me disent, bah tiens, j'ai une question et je peux pas répondre à tout le monde. Et puis, il y a aussi un moment où mon expertise, j'ai aussi envie de la monétiser. Non, mais ça, c'est normal. Ok, trop bien. Et quelqu'un, parce que c'est une formation aujourd'hui ou un club qui se vend combien? C'est 1 500 € en moyenne. Après, tu as des options où tu peux avoir du coaching en one-to-one avec moi. Ce qui est pas d'origine, ce qui est pas inclus, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir ça. C'est une grosse charge. Mais si on veut vraiment avoir un suivi, ça coûte plus cher forcément. Hein. Ok. Et surtout, quelque chose qu'on soupçonne pas forcément au début, le fait de rentrer dans des clubs comme ça, c'est qu'on s'entoure de personnes qui font la même chose, qui partagent les mêmes choses, et du coup, vous créez un nouveau cercle. Parce que malheureusement, surtout pour peut-être des gens qui sont dans des cercles où il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas d'investisseurs, à la maison, on passe peut-être pour un ovni. Et d'être accompagné de personnes comme toi avec un club comme ça où on voit à l'intérieur du club, il y a, je sais pas moi, 20, 30, 100, 150 personnes qui partagent les mêmes difficultés, qui ont les mêmes objectifs. On se dit, mais en fait, ça devient notre norme. Et je pense que de s'entourer de gens comme ça, c'est fondamental. C'est super vertueux, c'est comme le mastermind. Oui, bien sûr. On connaît. Hein. On connaît. C'est hyper vertueux d'être avec des gens qui te tirent vers le haut, qui ont les mêmes problématiques que toi. Et moi, c'est comme un mastermind, si tu veux. Ouais. Et c'est très, très important d'avoir ça. Et les gens sont contents. Les gens sont contents. Et ce que je trouve hallucinant dans ces choses-là, c'est que personne ne juge personne. On peut arriver avec ses problématiques. Moi, c'est au mastermind, il y a des gens qui m'ont dit tiens, j'ai telle problématique, qu'est-ce que tu en penses? Au début, j'ai bugué. Je dis mais attends, je sais ce que tu fais. Tu me demandes mon avis. Et en fait, humilité totale.
Et ça fait C'est important. un truc Et en de plus, fou, ce qui est sympa dans les masterminds ou dans mon groupe aussi, c'est que tu as des gens, tu vois, dans les masterminds, qui extérieurement sont vraiment au top. Tu te dis, ils n'ont pas besoin d'être coachés. Oui. Et quand tu les vois pitcher dans leur hot seat en mastermind, tu te dis, mais en fait, ils ont les mêmes problèmes que Mais moi, bien quoi, sûr. alors qu'ils font 10 fois plus de chiffre d'affaires. Ouais, Donc ça, c'est carrément. assez drôle, tu vois. Ouais, c'est trop cool. Et dans mon groupe, il y a des gens très expérimentés, des gens plus débutants. Il y a pas mal de femmes aussi. Il y a à peu près 50% de femmes. Félicitations. Parce que c'est dans l'investissement. Oui, mais alors le parking, c'est ce que je disais dans une interview, c'est que le parking plaît beaucoup aux femmes parce qu'en fait, c'est facile, c'est moins cher. Les femmes ont peut-être un peu plus peur du risque, même si ça change beaucoup aujourd'hui, et tant mieux. Et du coup, c'est un bon moyen pour elles qui veulent démarrer de plus en plus dans l'investissement depuis quelques années. Ouais, c'est la petite marche dont on parlait. D'avoir la petite marche. Là où l'homme, parfois, a plus d'ego et se dit, oh là là, Je peux le me faire parking, chier. je vais pas me faire chier avec un parking, je vais direct acheter des immeubles, faire du marchand de biens, etc. Un côté un peu plus... il faut un gros truc, quoi. Ok. Et pour terminer, est-ce que tu nous parlerais pas de ce livre qui vient de sortir, qui est, je crois... Sorti il y a un an. Qui est... Bah, oui, il y a un an. Il est Et sorti qui il n'y a pas très longtemps. Et qui est quand même une réussite, même Oui. plus. Bah, écoute, après j'ai fait le boulot, hein. De la com, de la presse, j'ai pris une attaché de presse. Ouais. On en est où alors? On en est pas mal, j'ai pas le chiffre exact, mais on a vendu pas mal de bouquins. Je pense qu'on arrivera à 10 000 dans un an à peu près. Félicitations. Là, on doit être à 4. Et est-ce que ce bouquin peut être une solution pour débuter? Est-ce que c'est une alternative? J'imagine qu'on n'a pas autant qu'avec le bootcamp, bien évidemment, mais est-ce que c'est quelqu'un très bon. Non, mais moi, je force personne à suivre mon bootcamp. Si tu veux, les gens, je leur dis, bah, déjà, lis le livre. Ok. Alors que tu vois, commercialement, j'aurais leur dire, bah non, prends le bootcamp, machin. Ouais. Je leur dis, voilà, lis le livre. Déjà, ça va te motiver. Ok. Ça va te motiver, ça va donner une trame, une envie, une structure, parce qu'il y a à la fois le récit. C'est ton amuse-bouche. C'est l'amuse-bouche, et je leur dis, si ça te suffit, on reste bons amis, il n'y a aucun problème. On suit sur les réseaux et partage-moi tes réussites. Trop cool. Je leur dis vraiment ça. Et moins je les engage justement à souscrire, plus ils viennent à moi. On appelle pas ça, c'est pas de la non-vente, non? Moi, j'aime bien ça. J'aime bien dire. C'est ce que je faisais toujours quand j'étais commercial. J'étais encore commercial il y a 1 an et demi. Et c'est la liberté totale, en fait. Les derniers boulots, là où je vendais le plus, où j'arrivais le mieux à performer avec l'expérience, bah, on parlait tout le temps d'autre chose. Et c'est le client qui me disait, bon, Alexandre, on signe. Et je fais toujours ça aussi. Jamais je force. Et du coup, ça fonctionne bien. Et le bouquin, très content. C'est un bouquin que j'ai écrit à 100%. Il n'y a pas de co-auteur, pas de ghostwriter. Je ne dirais pas qui n'a pas écrit son bouquin, mais il y a énormément de noms, mais je ne le dirai pas, bien sûr. Pas de ghostwriter. Ça m'a pris 8 mois. Ok. En side business. Patiemment, ça m'a coûté, je pense, une petite hernie discale. De tension. Ouais, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Puisqu'écrire un livre, moi, tu vas chercher un peu à l'intérieur. C'est une psychothérapie, le bouquin. J'ai tout lâché, quoi. Donc ça a été l'ascenseur émotionnel. Okay. Et je me sens hyper bien depuis que j'ai sorti ce bouquin. Je t'assure, c'est un accomplissement, c'est un accouchement. C'est l'accouchement de l'homme, quoi. Tu vois, c'est un accouchement fort. Okay. Et je recommande à tous les gens qui ont un parcours, un destin, qui ont fait des choses, qui ont une résilience et tout, un jour d'écrire un bouquin. Même si vous ne le publiez pas dans un super éditeur. Je note. Franchement, écrivez un bouquin. Et tu vois, j'ai dit à des copains d'écrire leur bouquin, ça leur a fait beaucoup de transformations. Hein. Okay. Bill Carr, par exemple, a écrit son livre, qu'on connaît, qu'on a en commun, et ça lui a fait beaucoup d'émotions. Tu vois, beaucoup de bien, en même temps, beaucoup d'émotions. Et ça fait ça à tout le monde, quoi. Enfin, pour les gens qui écrivent. Ouais, pour sa petite vraie thérapie. Pour les gens qui écrivent. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on a été très complet. J'espère que ça a donné envie à certains de se lancer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, comme tu disais, commencez déjà par acheter ton livre. Je pense que c'est déjà une très très bonne porte d'entrée. Et puis après, deuxième niveau si affinité. Si besoin de plus, on peut accélérer l'accélérateur. Et voilà, mais surtout, faites-vous entourer, faites-vous accompagner. Ayez une espèce de ligne directrice qui va vous aider. C'est fondamental parce que sinon, pour certains, le passage à l'action est trop compliqué et n'arrive pas. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusque-là. Merci à toi pour toutes ces infos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.